On s'organise. Ok. À la bonne franquette. Ok. Alors, Jérémy Le Mercier. Non, merci à toi. Il Mercier. n'y a pas de le. Ah oui, c'est vrai, merveilleux. Jérémy Mercier, merci d'être avec moi Avec plaisir. aujourd'hui. Tu te retrouves en Belgique. C'était la première ou pas? Ah non. Tu viens quand même régulièrement? Ouais. Bon, ces dernières années, pas trop. Ah mais, oui, bah oui, c'est ça. Mais avant Coco, je suis venu pas mal de fois en Belgique. D'accord. Ouais. Alors, peut-être te présenter un tout petit peu pour nos auditeurs. Ouais. Et ben, comment on me présente? Oui, bah, moi, je me prends comme ça habituellement. Je suis éducateur en santé. J'enseigne la santé. Alors là, j'ai une voix rouée. Ce qui demanderait que je me repose bien, ce que je n'ai pas le temps de faire. Donc, c'est un contre-exemple. Bah non, mais je devrais là rester au lit tranquille, ne pas parler. Il se trouve que c'est un week-end de conférence. C'est con, hein, ça tombe comme ça. Bref, donc c'est pas grave. Mais bon, normalement, j'enseigne la santé et je suis scientifique de formation. Et c'est ce qui m'a amené en 2020 à voir tout de suite que Coco est une arnaque monumentale et à le dénoncer immédiatement. Et ça m'a amené à faire beaucoup de recherches et à prendre un certain rôle dans la résistance pour éveiller les consciences sur la manipulation à laquelle on assistait au jour le jour et à pas se faire piéger, quoi. C'est le gros truc. Pas tomber dans les injections, etc. etc. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai essayé d'apporter ma contribution au mouvement de la résistance à Coco, mais j'ai envie de dire à tous les mensonges en matière médicale en général. Donc, tes émissions, en fait, sont basées sur la santé. C'est le cœur de mon activité. Alors après, je m'intéresse à tout. Donc, alors, ce qui est passionnant avec la santé, c'est que c'est infini. Il y a des sujets, quasiment tous les sujets de santé sont des scandales. Il y a un scandale derrière. Voilà. Et donc, moi, je trouve ça passionnant. Donc, j'aime bien explorer pas mal de sujets. Ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Mais j'aime bien faire ça. Et j'aime bien aussi déborder les sujets de santé, parce que si on parle de santé, on parle aussi de politique, on parle aussi d'économie, on parle d'alimentation, on parle d'émotion, on parle de pratiques de santé naturelle, on parle de pratiques de santé cachées. Enfin bref, c'est infini. Du coup, je parle aussi parfois de politique aussi, parce que les politiques actuelles veulent contrôler notre santé ou notre façon de nous soigner. Et puis là, récemment, je parle même d'histoire, de chronologie, de programmation prédictive, de plein de sujets que je trouve intéressants qui débordent de mon cadre habituel. Oui, parce qu'en fait, au final, vu que tu abordes d'une manière holistique, je veux dire, la chose, tu es obligé de regarder. Moi, j'ai fait un peu pareil. Exactement. Et il y a tellement de sujets qui me passionnent et je me dis, c'est dommage de parler de ça quand même. Quand je commence à avoir un peu une expertise sur un sujet sur lequel j'ai des choses importantes à partager, j'ai envie de pouvoir le faire. Bah, surtout qu'en fait, tu as quand même pas mal d'auditeurs. Ouais, ça. Oui. Et en plus de ça, j'ai réussi à, contre vents et marées, à garder ma chaîne YouTube, qui a été menacée de suspension beaucoup de fois. Et j'ai réussi à slalomer, à supprimer toutes les vidéos là où je me suis dit, là, si je garde ça, YouTube va me faire sauter la chaîne. Donc j'ai été suffisamment fin pour garder la chaîne. Donc voilà, il y a pas loin de 60 000 abonnés. Et puis je suis assez, selon les jours, ça dépend de mon humeur, mais j'aime bien aller sur Twitter aussi. Je rigole beaucoup sur Twitter. Donc j'aime bien balancer des punchlines et puis je vois ce qui se passe après. C'est un peu une expérience sociologique. Je balance un truc et je regarde comment les gens réagissent. Voilà. Puis après je rigole et puis je rebalance un truc. Oui, mais c'est une manière aussi de faire jouer le discernement. Hein. Je veux dire, les gens se remettent en ce qui pose comme question, qui balance. Exactement. Et sur Twitter, on n'a pas le temps d'expliquer les choses. On est limité en caractère. C'est ça. Et donc, je balance des trucs. Si les gens sont pas d'accord, très bien. Et qu'ils aillent faire leur propre recherche. Super. Ouais. C'est comme ça que je lance. Mais au final, c'est comme ça qu'on a appris. Parce oui. que bon, moi, personnellement, je ne suis pas universitaire. Ouais. Donc, j'ai fait des humanités classiques scientifiques aussi. Ça m'a quand même un petit peu aidé. Mais alors, j'ai toujours été considérée par mes parents comme très, très curieuse. Et donc, on me disait c'est une toujours... qualité principale. Non, mais à l'époque, si tu te souviens, c'est les parents, on te disait toujours, c'est ta vie la défaut de se mêler de la conversation des grands. Et en fait, c'était pas pour faire des ragots, mais moi, ça m'intéressait profondément de savoir ce que les grands pensaient. Mais moi, j'étais pareil, j'étais extrêmement curieux. J'étais très souvent présent quand il y avait les discussions des grands, parce que je voulais comprendre c'est quoi leur univers, de quoi ils parlent, c'est quoi ces mots, là, pourquoi ils nous parlent de politique. Enfin, j'ai plein de sujets quand j'avais 7-8 ans qui auraient dû me passer au-dessus de la tête. Moi, ça m'intéressait. Et toi, qu'est-ce qui t'a alarmé, justement, quand il y a eu l'histoire du coco? Je veux dire, puisque toi, tu avais ton côté scientifique, qu'est-ce qui, toi, t'a alarmé en disant, mais non, c'est de la connerie? Alors, j'étais déjà alarmé par pas mal de sujets de santé avant Coco, que j'ai dénoncé pour certains dans mes vidéos, notamment avec Gérard Delépine sur le cancer du sein et l'arnaque du dépistage. Donc ça, c'était en 2018. Et quand Coco est arrivé, je me suis dit, ils nous refont le coup de H1N1. C'était vraiment bidon, ça. Heureusement, les Français s'étaient pas fait avoir à l'époque, donc pas de risque. Et là, mais quelle erreur!
tout le monde est, comment dire, sous hypnose après le discours de Macron qui dit 6 fois nous sommes en guerre, qui tient un discours de manipulation mais grossière, j'ai trouvé. Et les gens se trouvent pas. Et les gens ont peur. Est-ce que c'était finalement pas des messages subliminaux? Est-ce que ça n'avait pas été préparé à l'avance pour que ça déclenche, le mot déclenche directement un effet d'hypnose? Alors il y avait une hypnose, mais en plus de ça, ça avait l'air d'être très, comment dire, beaucoup plus grave que H1N1. H1N1, c'était, à l'époque, il n'y avait pas eu de confinement, il n'y avait pas eu ça. Et là, tout d'un coup, c'est à partir de demain, midi, vous pourrez sortir de chez vous, il faudra vous faire une auto-attestation pour sortir de chez soi, etc. C'est comme si les mesures prises étaient en rapport avec la dangerosité nouvelle d'un pathogène chinois, très très dangereux, quoi. Et donc l'histoire était différente et beaucoup plus effrayante pour les gens qui ne s'intéressaient pas à la santé ou qui connaissaient pas bien le sujet. Moi, je savais que le monde médical utilisait tout le temps la manipulation par la peur. Mais quelqu'un qui ne sait pas peut se faire avoir. Donc, en fait, moi, tu sais, ce qui me rappelle aussi, c'est qu'on dit que les entreprises, parce qu'on dit souvent, c'est que les entreprises les plus, celles qui ramènent le plus d'argent, c'est souvent tout ce qui est armement et santé. Oui, c'est ça. Donc, d'office, pour toi, c'était une histoire de financière. Alors, ou pas que en partie, mais au fur et à mesure, j'ai compris que, par exemple, les injections, c'est pas qu'une histoire d'argent, ce serait trop simple. C'est une histoire vraiment de contrôle. Et peut-être même qu'on peut aller plus loin, il y a quasiment une espèce de rituel. Un rituel de soumission, de contrôle. Et quand quelqu'un est prêt à se faire injecter un produit qu'il ne connaît pas, il n'a pas envie de s'intéresser, mais par le simple fait qu'on lui a dit que sans ça, il est en grand danger de mort, voire même de contaminer d'autres gens, c'est très pernicieux. Et c'est ce qu'on avait effectivement encore une fois avec Coco. Au début, on parlait pas évidemment d'injection, on parlait juste du méchant virus dont on se protège avec un masque de papier ou en restant chez soi. Il y en a il y a des restants de tissu, n'importe quoi, des tentures. Il suffisait d'avoir quelque chose devant la bouche ou d'être assis pour être protégé. C'est incroyable. Et ça fait vraiment assis et tais-toi. Ah non, mais c'est ferme ta gueule, reste chez toi et appuie depuis le balcon. C'est un mépris pour l'humanité qui est vraiment catastrophique. Et c'est assez fou de voir que les gens oublient avec autant de docilité. Alors, qu'est-ce que tu as pensé aussi qu'en fait, il n'y avait aucune information sur l'immunité? Donc là, je veux dire, on était dans un traitement, absolument, trouver un traitement, mais on ne parlait pas en fait de ce que nous avions dans notre corps, c'est-à-dire ce côté immunité qui est quand même notre base. Ouais, alors, je sais pas si le terme est bon, je remets en question parce que je mets beaucoup de choses en question, notamment peut-être même ce terme de système immunitaire et d'immunité. Peut-être qu'on devrait juste parler de système d'homéostasie ou de maintien de l'équilibre. D'accord. Voilà. Et donc, on a effectivement dans notre corps des phénomènes qu'on ne contrôle pas, qui sont de manière complètement inconsciente, qui sont là pour réguler nos paramètres sanguins, etc. Et qui font que quand il y a... C'est pas un pathogène en fait, parce que moi je suis pas dans cette vision du pathogène. On va arriver là-dessus. On va arriver là-dessus. J'aimerais bien qu'on arrive là-dessus. Mais en tout cas, quand il y a une agression quelle qu'elle soit, notre corps a souvent les moyens pour se remettre de cette agression et ne pas être embêté par ça. Et on a plein de méthodes naturelles très efficaces pour ça. Ne serait-ce que le repos, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que s'exposer au soleil, bénéficier des rayons lumineux, de la vitamine D qu'on va sécréter au niveau de la peau, ne serait-ce que des choses simples aussi comme de la vitamine C, le chlorure de magnésium. Enfin, il y a énormément de choses. Tout ça a été complètement discrédité par les autorités. La seule chose qu'il fallait faire, c'était rester chez soi. Donc sédentarité. Oui, c'est hyper mauvais. C'est hyper mauvais pour la santé de rester assis à ne rien faire. C'est très très mauvais. C'est parfaitement connu. Antisocial. C'est antisocial. On est des animaux sociaux. On a besoin de voir des gens. On a besoin de se prendre dans les bras, de discuter, D'où etc. le syndrome de glissement chez les personnes âgées. Exactement. Une cruauté sans nom. Laisser les personnes âgées enfermées seules, sans accès aux autres, c'est vraiment d'une grande cruauté et ça accélère effectivement leur mort. On peut se laisser mourir de solitude et c'est fréquent chez les personnes âgées, enfin notamment dans ce genre de circonstances. Donc c'est vraiment catastrophique. Et donc tout ce qu'on a préconisé était contre la santé. Donc ça ne peut pas être des mesures sanitaires sur des mesures de maladie pour rendre les gens malades. Comment rendre les gens malades? On leur fait peur, on les enferme chez eux et on les empêche de voir d'autres personnes. Ça pour être sûr qu'ils ne puissent pas communiquer entre eux, donc c'était une manière donc de prendre le contrôle sur la personne. Et c'est le diviser pour mieux régner classique. Oui. On sépare les gens, on les isole.
Ouais. Alors, tu parlais de quelque chose qui était hyper intéressant et qui fait grand débat. Oui. Est-ce que le virus existe? Parce qu'on sait que les bactéries existent, puisque ça, on les voit. Absolument. Et je veux dire, nous sommes colonisés par des bactéries, il faut bien le rappeler, et que cette colonie est d'ailleurs indispensable, puisque la flore vaginale, la flore intestinale, la flore buccale, etc., sont le principe de la digestion, le principe de l'assimilation, le principe de la régulation, comme tu disais, parce que bon, je vais essayer de reprendre ces termes-là aussi, de l'immunité. Mais par contre, quand on me demande est-ce que vous avez pu photographier, est-ce que vous avez pu isoler un virus, et là il y a un problème, c'est que on n'a pas réussi. En fait, l'emploi des mots, les mots utilisés autour de la virologie sont inexacts et trompeurs. Quand on parle d'isoler un virus en virologie, ça ne veut pas dire isoler, ça ne veut pas dire séparer, ça veut dire cultiver supposément un virus en prenant un fluide qu'on passe à la centrifugeuse, on le filtre, etc. Un fluide supposément infecté par un virus. Mais le virus, on ne le voit pas à ce moment-là. Il faut ensuite le mettre en culture. Donc on va mélanger l'isolat avec des cellules de singes cancéreux, des cellules de reins, qu'on appelle des cellules véro, et après on rajoute dessus des antibiotiques, différents produits chimiques, on fait toute une tambouille, et à la fin on dit ça c'est un isolement de virus. Pas du tout. C'est une excitation. Oui, Et après, si jamais il y a un effet cytopathologique, donc si les cellules commencent à être en détresse ou qu'elles meurent, on dit que c'est à cause du virus. Mais pas du tout, ça peut être tout simplement à cause du processus mis en œuvre sur la cellule. Et après, on va encore isoler, enfin on va soi-disant purifier, nettoyer, et après sécher, mettre des colorants et je ne sais quoi. Et on va arriver, on va faire de la microscopie électrique à balayage, on va dire, ce truc-là, cette tâche-là, c'est ça le virus, c'est ça qui est responsable de notre maladie. C'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas cohérent, ce n'est pas un discours scientifique. Et c'est pour ça que j'estime que la virologie, c'est une pseudo-science. Ça n'est pas scientifique. Parce qu'il y en a quand même qui se battent pour dire que c'est un métier. Donc, je veux dire, t'as des gens qui ont quand même suivi des cours. J'ai fait un doctorat en recherche fondamentale, entouré de chercheurs qui travaillent sur le changement climatique. C'est pas parce qu'on fait un travail sur quelque chose que la chose existe. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose avec les virus. C'est-à-dire qu'il y a un dogme qui paraît figé, qui est basé sur des fondations qui sont complètement instables, non vérifiées. Et le problème, c'est qu'à partir de ces fondations qui sont de base merdiques, on peut dire n'importe quoi. Et la construction par-dessus, la construction, elle peut paraître cohérente, mais la base de départ est merdique. Et tant qu'on n'a pas mis en question la base, eh ben on est dans du grand n'importe quoi. Et c'est le travail que doivent faire, j'ai envie de dire, les biologistes et les virologues, c'est remettre en question leur présupposé de départ. Et s'ils font pas ça, eh bien ils racontent n'importe quoi, tout simplement. C'est aussi simple que ça, j'ai envie de dire. Et t'as jamais de soucis en osant dire des choses pareilles? Après on peut m'accuser d'être l'opposition contrôlée ou d'être là pour discréditer la résistance, etc. J'ai envie de dire, malheureusement, non, je me base sur des travaux et des réflexions voilà, qui commencent à prendre une certaine importance. Un bouquin dont je parle souvent qui s'appelle Virus Mania, que j'ai trouvé vraiment remarquable et qui met bien en question la spéculation ou la théorie virale. Il me semble que c'est quelque chose d'incontournable. On ne peut pas faire l'économie de se pencher sur cette question-là si on veut avancer. Parce que si on reste sur les dogmes faux de il y a des méchants virus, et ça veut donc dire qu'on pourra à l'envie nous ressortir de nouvelles pandémies virales tant qu'on n'a pas remis en question complètement cette histoire-là. Et je pense que c'est vraiment fondamental de faire ce travail-là. Et d'autant plus chez les médecins, les biologistes et les virologues, qui sont des gens aujourd'hui à qui on donne la parole dans le monde de la santé. Alors, moi, je vais me faire un peu de l'avocat du diable quand même, parce qu'en fait, on est souvent, donc, quand on a une idée en tête, on trouve que les choses on dit toujours que tu vas trouver des choses qui alimentent justement le biais de confirmation. Oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Parce que je veux dire, là, on pourrait te dire, oui, mais toi, comme tu ne crois pas, tu ne vois que ça, mais tu ne vois plus l'autre côté. Est-ce que tu peux dire que tu... Enfin, bon, toi, tu as eu les deux. C'est un peu compliqué de pas voir l'autre côté, parce que l'autre côté, c'est 99% de la population. Donc, c'est un peu dur de passer à côté, d'une part. C'est plutôt l'inverse. Voilà. Et en plus de ça, moi-même, alors, j'ai été éveillé à l'idée que cette hypothèse virale était merdique pendant H1N1 par des vidéos de Jean-Jacques Lefleur, étonnamment, qui entre-temps a un peu oublié ça et reparti sur l'histoire des virus, avant de revenir à Virus Mania et de hop, se dire mais non, ça va pas. Bref, donc je dirais que moi, dans ma démarche, je pars pas avec des convictions absolues. C'est vraiment une je pars avec scientifique. Exactement. Je ne sais pas, j'essaie de comprendre ce qui se passe.
et j'essaye d'avoir un raisonnement le plus logique et le plus cohérent possible. Et je suis prêt à remettre tout en question. J'ai pas de problème avec ça. Simplement. Là, surtout à l'heure actuelle, je crois qu'on est obligé de remettre tout en question. On est obligé. J'ai l'impression moi aussi, mais tout le monde n'a pas envie de remettre en question parce que c'est pas confortable. Oui, mais c'est pas confortable. C'est difficile, c'est pas confortable. Parfois, on se sent pas compétent et on préfère remettre sa responsabilité dans les mains d'experts avec plein de guillemets qui savent mieux que nous et que nous, de toute façon, on peut pas. On est des pauvres humains qui n'avons pas compris. Donc, c'est des ce qu'on te répète aussi. Absolument. Par les diplômes qu'on t'impose dans les écoles, etc. C'est exactement ça. Et moi, je m'arrête pas à ça. Moi, je me pose des questions. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Et ce qui m'a mis sur la piste de Covid, c'est pas une histoire de virus. Parce qu'on peut pas dire de façon comme ça, les virus n'existent pas. C'est pas possible. Scientifiquement, on ne peut pas dire que quelque chose n'existe pas. On peut juste dire que la théorie ne fonctionne pas jusqu'à preuve du contraire. Faut me trouver un contre-exemple. Moi, donc pour Covid, très clairement, on peut dire que ça tient pas le côté viral parce qu'on n'arrive pas à avoir de propagation mode contagion. Quand il y a un pic soi-disant épidémique avec mortalité, comme pour la grippe d'ailleurs, c'est synchrone. Hémisphère nord, c'est partout en même temps. Et hémisphère sud, c'est partout en même temps et c'est inversé. Enfin, les saisons sont inversées entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc, c'est compliqué d'avoir quelque chose de synchrone. C'était complètement illogique. Bah, ça ne marche pas, ça tient pas la route. Et puis on te dit que c'est un virus mortel et on te dit que ça se propage très rapidement, alors qu'en fait, les études prouvent que les virus, plus ils sont mortels et moins ils se propagent, je veux dire, ça ne dure pas en tout cas. Exactement. Alors, si on reste dans l'hypothèse dans la vision du virus très très dangereux, bah, effectivement, il devrait pas se propagger. Alors maintenant, c'est vrai qu'on classe maintenant Coco, maintenant c'est comme la grippe au rhume, quasiment. Il y a 5 ans, c'était la pire pandémie que l'humanité ait vue. Et maintenant, en tout cas en France, par exemple, cet été 2024-2025, ils parlaient plus du Covid, ils parlaient que de la grippe. Comme de quelque chose d'extrêmement dangereux. Alors que pendant Covid, la grippe n'existait plus. Et ça ne fonctionnait plus. Ah non, mais c'est ça. Donc c'est-à-dire que le récit change en fonction des besoins du moment. C'est complètement aberrant. Alors comment tu expliques alors, parce que bon, on parle justement du Covid, tout ce qui est Covid chronique. Alors, déjà... On va voir ta traduction à toi. Ouais. Covid long, quoi. Mais oui, mais moi je me chronique, ouais, je comprends. Alors, déjà, il faut savoir de quoi on parle. Parce que pour des gens, Covid chronique ou Covid long, ce serait genre, j'ai eu le Covid, et depuis, je sais pas, j'ai mal à la tête, je me sens pas bien, j'ai des douleurs. Exactement, ou des maladies dégénératives. Mais ça, c'est plutôt avec les vaccins. Ouais. Ça, c'est encore les injections, il faut bien faire la différence. Il y a le Covid long vaccinal. Bref. Et les gens vont dire, ah oui, mais suite au vaccin, mais ils disent pas forcément qu'ils ont été vaccinés. Mais ils disent, j'ai eu le Covid, et depuis, j'ai des problèmes. Et après, quand on commence à poser des questions, on se rend compte qu'en fait, ils ont eu l'injection. Et donc, c'est censé les protéger du Covid, mais ils vont dire que oui, mais du coup, ils ont un Covid, mais pas grave. Parce que les injections, je rappelle, sont efficaces et protègent des cas graves. Donc, ils ont eu un cas pas grave, mais qui est devenu chronique. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que quand quelqu'un a genre une grippe, de tout temps, ça a été comme ça, ça arrivait que des gens qui ont eu la grippe et des symptômes qui perdurent dans le temps. C'est pas nouveau, hein. Tu regardes des trucs du début du XXe siècle, ils disaient déjà ça. Il y a déjà des gens qui, pendant 6 mois, ils n'étaient pas bien, pendant 1 an, ils ont mis je sais pas combien de temps pour retrouver le droit au goût. Ça n'a rien de nouveau. J'ai vu un papier comme ça d'un médecin en Australie au début du XXe siècle qui décrit exactement la même chose après la grippe. Voilà. Donc ça, c'est pas nouveau. Après, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont reçu l'injection, je veux dire, des accidents vaccinaux, ça n'est pas nouveau non plus. Non. Et tu as parlé d'injection plutôt que de vaccin. Moi, j'aime bien dire vaccin pour Covid. Parce que j'ai pas envie de faire croire que les anciennes injections étaient bonnes et que c'était des vrais vaccins. Pour moi, oui, c'est ça. Donc pour moi, tout ça, c'est du grand n'importe quoi. J'ai dit que la virologie, c'était une pseudo-science. La vaccinologie aussi est une pseudo-science. Depuis le début, c'est n'importe quoi. C'est complètement bidon. C'est une approche qui n'est pas scientifique. Donc tu es plutôt méchant que Pasteur. Oui, mais c'est même pas encore ça. Parce que si tu oui, on va dire oui, mais je suis pas complètement au clair sur l'histoire du microséma. On n'est même pas obligé d'aller aussi loin que ça. On peut juste regarder, est-ce qu'on a réussi à montrer que les vaccins préviennent les maladies qui sont censées prévenir et est-ce que ça améliore la santé en gros? On n'arrive pas à le montrer ça. Et on voit toujours que les courbes de mortalité associées aux maladies protégées des vaccins, elles sont en chute libre bien avant que les vaccins arrivent. Et quand les vaccins arrivent, c'est la fin de la bataille, on va dire. Et pourtant, les vaccinolâtres, ils vont dire que c'est grâce au vaccin qu'on a permis ça. Ça n'a aucun sens. Quand on regarde la courbe
de mortalité associée à la maladie en question, ça n'a pas de rapport. C'est les améliorations des conditions d'hygiène, l'accès à une nourriture abondante, l'accès à des logements sains, etc. Tout ça a permis une baisse drastique des maladies dites infectieuses ou virales, etc. Bien avant les vaccins et même bien avant les antibiotiques, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que tu penses de Luc Montagnier qui nous dit que, en fait, la vaccination, l'injection, peu importe, enfin, je veux dire, voilà, ça mène, il y aurait cette petite fameuse séquence VIH, oui, mais il faut pouvoir citer le nom, hein. Mais le sida, ça fait tout de suite plus peur, mais qui serait à la base de l'immunodéficience chez ceux qui ont pris ce vaccin. Alors, moi, Covid m'a amené à faire des recherches poussées sur beaucoup de sujets liés à Coco. Après ça, j'ai eu envie de m'amuser un peu et de pencher vraiment sur SIDA. Et les conclusions sont arrivées rapidement parce qu'en fait, c'est une arnaque grossière, SIDA. Je ne l'avais pas compris avant. Et des lectures, il y a un bouquin vraiment très très bien de Étienne de Harven, les 10 plus gros mensonges sur le sida, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, vraiment excellent ce bouquin. J'ai lu comme ça, dans Virus Mania que j'ai cité juste avant, ils avaient des références. Ils avaient un petit chapitre sur le sida qui était bien, mais je trouvais qu'avec le bouquin d'Étienne de Harven, ça se complétait très très bien. Ça permettait d'avoir une vision d'ensemble de la chose. Ce que j'ai compris, c'est que sida, c'est une gigantesque arnaque. C'est du grand n'importe quoi. Et ce qui est très marrant entre guillemets, c'est qu'on a les mêmes acteurs pendant Covid que pendant SIDA. C'est les mêmes, ils nous ont sorti les mêmes. Ils nous ont sorti Fauci aux États-Unis, ils nous ont ressorti Delfrécy en France, ils ont ressorti également Montagnier. Mais oui, il est revenu. Exactement, oui. En tant que... Et il n'a jamais caché, il a travaillé bien sûr. Il a même eu son prix Nobel pour sa supposée découverte du VIH. Et avant de mourir, je pense qu'il avait besoin de faire la paix avec ça. Je ne sais pas. Je trouve que c'est assez trouble et mystérieux, sa façon de faire les choses. J'aurais bien aimé pouvoir en discuter avec lui, mais malheureusement, il m'a répondu un mail, mais pas le bon. Je veux qu'il m'attende d'autres choses, mais bon, c'est pas grave. Donc, en tout cas, moi, ma compréhension de SIDA, c'est qu'il n'y a aucune histoire de VIH. Il n'y a aucune histoire de virus qui cause cette maladie. C'est complètement absurde. Donc, il n'y a pas de séquence de VIH. Il n'y a pas de séquence de VIH dans le vaccin Covid. Qu'il y ait des produits toxiques dans le vaccin Covid, évidemment. Tous les vaccins sont des poisons, d'une certaine manière, plus ou moins dangereux. Je sais pas si qui amène le corps à réagir pour se défendre. Et c'est ça qui dit quand tu reçois un poison, ton corps il est pas bien. Donc soit il arrive à bien se défendre et tant mieux, tu vas être malade et après ça va passer. Soit coup de bol, tu n'as même pas de symptômes, ton corps a réussi à encaisser le coup. Soit carrément ça se passe mal et là tu as carrément un accident vaccinal avec une sclérose en plaques ou je ne sais quelle maladie diverses et variées. Ça peut être très très invalidant. Et c'est pas que pour Covid, déjà avant. Je me souviens de certains vaccins. Parce qu'il y a plein de gens qui... Et des médicaments où tu avais des naissances avec les enfants du Sauveténon, où tu avais des bras qui étaient atrophiés, des jambes atrophiées. Exactement. Donc c'est pas nouveau. Ouais, c'est pas nouveau. Et je pense que c'est un piège qui nous est tendu de faire croire que d'une part, dans le virus Covid, pour moi, il n'y a aucune preuve qu'il existe sur ce virus Covid, ce SARS-CoV-2, de faire croire qu'il y aurait des séquences VIH. Donc, ça voudrait dire que c'est un virus fait en laboratoire. Tout ça, il n'y a rien qui tient la route. C'est vraiment des histoires à dormir debout, des histoires de grands méchants loups qui sont là pour nous faire peur et qui sont malheureusement relayées par une partie de la dissidence et qui maintiennent dans cet état anxiogène qui, à mon avis, doit être dépassé en comprenant que cette hypothèse virale ne tient pas la route et qu'elle doit être éliminée. Et donc ça veut dire qu'il nous maintiendrait alors peut-être dans cette peur, et ce serait cette peur qui pourrait faire en sorte qu'une partie des personnes restent dans un état de santé déplorable parce qu'ils ne vivent pas suffisamment. En tout cas, il peut y avoir un effet nocebo, tout simplement. Si quelqu'un est convaincu qu'on lui a injecté un produit qui n'est pas bon, il peut en être malade, même si on lui a mis de l'eau salée. Donc tout est possible. Le cerveau humain est incroyable, c'est très complexe. Et l'effet nocebo est réel, mais après, il y a des gens qui sont malades simplement parce qu'on leur a mis une merde dans le corps. Ils sont malades et c'est normal. Donc la meilleure chose à faire serait de ne pas faire l'injection, de la refuser en bloc. Mais pour plein de raisons, des gens l'ont accepté et certains s'en mordent les doigts aujourd'hui. Donc, mais moi, sur Montagnier, je suis en désaccord total sur l'idée qu'il y aurait des séquences de VIH, soit dans le vaccin, soit dans le virus du SARS-CoV-2. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des saloperies dedans, notamment des particules nanolipidiques qui n'ont jamais été mises avant, il me semble encore.
ben, c'est pas étonnant que ça fasse des trucs pas terribles encore, oui, c'est logique. Après, ce qu'il y a exactement dedans, j'ai pas encore de conviction totale. Tu as regardé un petit peu ce que c'est la 5e colonne, là? Oui, mais je suis pas vraiment convaincu par leur approche. C'est pas assez sérieux, j'ai l'impression, donc j'arrive pas à en tirer des conclusions. J'aime bien d'avoir ton avis. Ouais. Là, moi, je suis ouvert à tout, simplement, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Alors, juste parce qu'on est en direct. Alors, donc, il y a aussi cette. Donc, je voulais faire. Attends, parce que j'ai perdu le fil, c'est pas grave. On était sur Montagnier déjà à l'instant. Oui, je voulais revenir. Attends, c'est par rapport aussi à la santé. Ah oui. Ouais. Alors, moi, il y a quelque chose qui me travaille, c'est l'épigénétique. Oui. Alors, moi, j'aurais envie de dire, tu sais, je suis un peu dans le côté aussi très holistique, hein, donc j'essaie de prendre de la hauteur, même au niveau des maladies. Moi, j'aurais envie de dire que l'humain est capable de se soigner de n'importe quoi, parce que je veux dire, la mémoire de l'eau, on a quand même vu des effets placebo. Ah oui, mais donc on est bien placebo, c'est extraordinaire. Voilà. Et je vais dire, donc, est-ce qu'on n'aurait pas les récepteurs simplement, tous les récepteurs en nous, et qui suffirait de les activer d'une manière ou d'une autre, mais même psychologiquement, même en codage biologique ou en codage, je ne sais pas, peut-être par l'hypnose ou par quelque chose comme ça, qui pourrait nous permettre de nous soigner. En tout cas, clairement, pour moi, c'est une approche qu'on ne peut pas mettre de côté, parce que si elle donne des résultats, mais très bien. Oui, moi, tout ce qui marche, je suis d'accord. Oui, mais oui, voilà. Si ça fonctionne, on s'en fout comment ça fonctionne. Même si on ne comprend pas de mécanisme, si ça fonctionne, c'est très bien. Et on ne les comprend pas. Après, tout miser sur quelque chose qui ne marche pas à 100%, ça me paraît dangereux. Non, il faut avoir plusieurs approches. C'est pour ça que j'aime bien avoir une approche un peu de caisse à outils, et de choisir un outil, le tester, ça marche pas, tester un autre. On est tous différents. Il y a des règles qui marchent à peu près pour tout le monde, et après, il y a une individualité. Chacun va faire ce qui correspond à lui, et très bien. Mais oui, on peut tester plein de trucs, que ce soit de l'hypnose, de la prière, ou je ne sais quoi, peu importe. Si ça parle à la personne et que ça a des résultats, mais je valide. C'est ça. Donc, on devrait revenir à une médecine beaucoup plus, justement, élargie. Globale. Ben oui. C'est ça. Une médecine globale où on ne va pas s'attaquer que aux symptômes, mais aussi aux causes. Ça, c'est essentiel. Parfois, on ne sait pas forcément ce que c'est la cause, parce que là, on a un produit qu'on a injecté qui est dangereux, mais c'est quoi qui est le problème? Parce que dedans, il y a plein de merde. Donc, je ne sais pas, c'est quoi la cause exacte. Donc, il va falloir. Oui, parce que là, on parle du vaccin. Mais voilà. Je veux dire, toutes les maladies, je veux dire, viennent parfois aussi de raisons des états émotionnels. Bien sûr, psychosomatiques, totalement. L'humain n'est pas qu'une enveloppe charnelle, il y a quand même aussi cette enveloppe éthérique qui est là, et que maintenant, on commence à prendre en considération, parce qu'on a la physique quantique qui commence à nous montrer qu'effectivement, on fait partie d'une conscience collective, qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et qui peuvent influer sur notre personne en tant qu'individu. En tout cas, après, je sais pas si je parlerai comme ça exactement, mais en tout cas, on fait partie, qu'on le veuille ou non, on est comme des cellules d'un ensemble qui est les humains, quoi. Et donc, on interagit les uns avec les autres, on est des êtres sociaux, on est perméable d'un point de vue émotionnel énormément. Enfin, on est des êtres émotionnels, très clairement. Donc, il y a plein de choses qui viennent influencer notre état d'être et notre santé. Et donc, il s'agit de prendre un maximum de choses en considération et de jouer dessus avec les outils qu'on a en notre possession, tout simplement. Quel qu'il soit. Et moi, j'enseigne des choses par rapport aux émotions, j'enseigne des choses par rapport à l'alimentation. Il y a plein d'approches de santé qui marchent très très bien, qui ont d'excellents résultats, sans avoir à passer forcément par les médicaments. Donc on a, je veux dire, c'est l'hygiène globale. Exactement. Je veux dire, on parle d'hygiène en disant du savon, mais non, c'est l'hygiène globale. Absolument. Hygiène de tes pensées, hygiène de ton corps, hygiène de tout, quoi. En fait. Et des pensées, t'as raison, entièrement. Quelqu'un qui aurait une façon de penser très négative en permanence, il va avoir plus de facilité à être malade que quelqu'un qui voit les choses avec simplicité, qui se sent bien dans sa vie, qui est aligné avec ce qu'il fait. Ah oui, ça change tout, ça, bien sûr. Ouais. Ok, et peut-être nous donner aussi quand même où on peut te suivre. Oui, j'ai mon site Jérémy avec ie-merci.com. Après, vous me trouvez sur les réseaux sociaux. Je suis sur YouTube, j'ai réussi à garder ma chaîne contre vents et marées, à ne pas me la faire censurer. Et puis voilà, je suis sur Quadbunker. Alors Facebook, je suis invisible. Donc les gens, de toute façon, si quelqu'un s'abonne sur ma Facebook, il ne me verra pas. Il me voit une fois, après il ne me verra plus. Ouais, je fais une vidéo, quand je fais une vidéo, maintenant j'ai 300 vues. Bref. Donc voilà, mais sur Twitter, je suis assez actif. Je suis un peu invisibilisé parfois, mais j'aime bien. Et au niveau, tu viens d'écrire un livre? Oui, alors je viens d'écrire un livre, effectivement, quand les masques tombent. Je ne crois plus aux vérités officielles et je vais bien. Alors ça en vente que sur mon site. Je pensais le mettre sur Amazon et la Fnac, et en fait, j'ai pas envie. Je crois que je vais le mettre que sur mon site, donc c'est comme ça. Donc, si vous voulez, c'est sur mon site, ou bien
faut venir me voir en conférence. C'est ça. Hein. Mais en tout cas, c'est plaisant parce que nous, on ne s'était jamais rencontrés en vrai. Non, bah non. Et ça s'est fait tout naturellement. Ouais, on s'appelle et puis on discute ensemble et puis après on se voit en vrai, on s'est déjà vu avant. Et on se fait la bise. Exactement. Non, mais c'est important aussi d'avoir ce contact et c'est ce que je dis, de se retrouver entre nous. On peut pas le remplacer, le contact humain. Mais non. C'est vrai que les appels vidéo et tout, c'est vachement bien, mais le contact humain, c'est pas autre chose. Oui, moi j'en ai besoin. Donc, c'est pour ça que j'aime bien de retrouver les personnes et c'est ça que j'encourageais les gens à venir. Et c'est pour ça que c'est important, les événements comme aujourd'hui, la 7e sommet citoyen, ça permet au moins d'être ensemble. De mettre des visages. Voilà, de mettre des visages, d'aller voir les gens, discuter avec machin, même de sentir, entre guillemets, un peu l'énergie de la personne, comment on résonne avec, parce que peut-être qu'en fait, finalement, c'est un connard. Jérémy, je pensais qu'il était sympa, en fait, c'est un gros connard. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des sensations avec certains, je t'avoue, mais bon, non, c'est pas le cas. Non, bon, je sens une bonne énergie. Non, mais non. Et puis bon, je veux dire, on est dans la transparence. Et puis, tu vois, il y a pas de non-dit. Et, je veux dire, les choses se disent clairement. On n'est pas obligé de non plus toujours dire des choses qui plaisent. Moi, je peux dire des choses qui déplaisent à l'antenne et je pense que tu es vraiment dans cette manière-là de la transparence. Non, Alors après, je suis pas non plus dans l'attaque frontale parce que je suis pas sûr que ce soit très utile. Non. Mais au moins, je dis ce qui me paraît juste. Voilà. Après, si ça plaît pas, ça plaît pas. C'est autre chose. Moi, je vois, et pour moi, c'est maintenant, j'ai envie de dire, assez clair que par exemple, toutes ces histoires de violence, ça ne tient pas la route. C'est pas pour discréditer la résistance, pas du tout. C'est parce que c'est la conclusion la plus logique à laquelle on arrive une fois qu'on s'est réellement penché sur le sujet. Tant qu'on croit aux grandes figures qui promeuvent le virus, très bien, normalement, il faut creuser un peu et voir derrière ce qu'il y a. Et est-ce qu'on n'est pas en train de se planter? Et je dirais même, est-ce que c'est pas une voie dangereuse parce qu'elle permet de futures fausses pandémies d'être réactivées à l'envi, c'est ce que je disais. Donc inconsciemment de travailler à l'œuvre de l'ombre. Exactement. Inconsciemment, en faisant attention, l'enfer est pavé de très bonnes intentions. C'est exactement ça. Et ça, c'est très dangereux. Et parfois, on pense faire les choses pour le bien, mais si on n'est pas dans une véritable et sincère recherche de la vérité, on peut se planter, mais complètement, et avec les meilleures intentions. J'aime bien parce qu'en fait, moi, je fréquente, tu vois, donc dans mes invités, des gens qui ont des opinions complètement différentes. Et je trouve que c'est très enrichissant parce que ça permet à la fois que tous mes auditeurs puissent faire aussi user de leur discernement. Parce que je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Si je leur donne qu'une seule sorte d'information, moi, je fais la propagande de la même manière. Et ce que je n'ai pas envie de faire, c'est justement d'élargir, je veux dire, la vision des choses, donner la parole à des gens qui ont des avis parfois contraires et de prendre ce qu'il y a de bon. Moi, je prends toujours ce qui résonne en moi. Personnellement, je fais un petit peu différemment. Ah oui, t'as raison. Oui, d'accord. Non, ce qui résonne en moi. Je comprends. Tu vois, je veux dire, tous les gens ne sont pas noirs ou blancs. Il y a 50 nuances degrés, je dois le dire. Ça, c'est mon humour. Non, mais il faut bien se dire qu'en fait, tout le monde n'est pas tout noir et tout le monde n'est pas tout blanc. Il y a tout le filtre de perception que chacun a avec ses peurs, avec son éducation, avec son passé d'études. Et donc, nous, on est influencés par ça. Donc, remettre en question à chaque fois de part et d'autre, je trouve que c'est intéressant. La confrontation n'est pas que négative. La confrontation, c'est juste ce qui fait émerger parfois des nouvelles idées. Absolument. Alors après, c'est vrai que moi, j'ai jamais organisé de débat, mais ce que je fais, c'est que souvent, quand je vais chercher des gens, je vais chercher sur un sujet particulier où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment d'intéressant à sortir. S'ils ont d'autres sujets où ils ont des opinions qui ne paraissent pas très intéressantes, j'ai pas envie de les partager. Tu vois. Donc c'est là mais malgré tout, c'est quand même peut-être parfois les mêmes personnes. Qui peuvent avoir une partie de ce qu'elles disent qui ne te convient pas, et puis une partie de ce qu'elles disent qui te convient. Exactement. Parce que je pense qu'on n'est pas concrètement, on n'est pas. C'est ça. On va vers la même lignée. Qu'est-ce qu'on veut? On voit la même lignée. Simplement que nos perceptions sont complètement différentes en fonction de nos filtres. Donc je veux dire, on ne le fait pas pour faire enrager son monde. C'est juste que nous, ça cale là ou ça cale là. C'est parce qu'on doit encore travailler ça ou on doit travailler ça. Donc voilà, il y en a qui sont avec une évolution beaucoup plus rapide que d'autres. Et il y en a d'autres qui prennent leur temps. Et tout est juste au final parce qu'on s'en fout. On peut pas forcer. Ben non, je veux dire, tu peux pas forcer une plante à pousser. Tu tires pas sur la plante pour qu'elle pousse. Donc je veux dire, chacun a son rythme. Donc ça, c'est important aussi. Oui, absolument. Et les choses, ça prend le temps qu'il faut, mais ça se fait au fur et à mesure. Moi, je suis quand même relativement confiante parce que je vois qu'il y a une émergence quand même en tout cas de gens qui se posent des questions, et quand on commence à se poser des questions, on va aller chercher plus loin par soi-même. Et comme je dis souvent, la passion, on ne compte pas ses heures. Tu
Donc les gens qui commencent à s'intéresser vont être passionnés par le sujet et vont commencer à fouiller. Donc ça devient des professionnels dans leur secteur. Tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut arrêter de dire aussi qu'il faut être avec un diplôme pour être un expert. Non, parfois par ta passion, tu peux devenir un expert. Le diplôme n'a pas de rapport avec le niveau d'expertise de la personne. Il va y avoir c'est voilà, il ne faut pas confondre, c'est quoi les mots que je veux dire là c'est-à-dire que les qualifications, enfin, un diplôme dans une matière ne veut pas dire qu'on est bon. Je vais donner un exemple qui va être choquant. Pour moi, la plupart des médecins ne sont pas compétents en santé. Ils ont un diplôme dit de santé, mais ils ne sont pas compétents en santé. Ils ne connaissent pas la santé. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils connaissent la maladie, ils connaissent la gestion médicamenteuse ou chirurgicale de la maladie, mais ils ne connaissent pas la santé. C'est bien parce qu'ils devraient peut-être travailler justement avec des collaborateurs santé. Exactement. Mais je trouve que c'est une belle approche. Moi, mon approche, c'est d'éduquer à la santé pour permettre à la personne de se réapproprier sa responsabilité sur sa propre santé. C'est ça. Et quand on a sa responsabilité sur sa santé, on peut faire, entre guillemets, des miracles parce qu'on va aborder la santé d'une façon holistique, globale. Et responsable. Et on va... Enfin, voilà, c'est la façon efficace. Ça me fait penser, je veux dire, et à chaque fois que j'ai vu dans tous les domaines où je fais une approche, c'est de sortir du triangle de Cartman. C'est ça. C'est arrêter de penser que nous sommes des victimes, ne pas penser que nous sommes des sauveurs et ne pas être dans l'état de bourreau, mais être dans la responsabilité. Et la responsabilité, c'est la voie de la sagesse et la voie de l'autonomie et surtout d'arrêter d'accuser les autres. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe pour nous. Exactement. Ah non, c'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est partout, voilà. Ah, mais c'est dans tous les sujets. Dans tous les sujets. Tous les sujets, ouais. Donc, oui. Donc, pour moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est encore plus important en matière de santé de chercher à être maître de sa santé, parce que on a vu avec Coco à quel point c'est facile de manipuler quelqu'un qui ne connaît pas bien la santé, à commencer par les médecins qui ne connaissent pas la santé, comme j'ai dit, et qui du coup se font avoir comme des bleus par les virus, les injections, les machins, les masques, ils croient à tout. Il y a un formatage total. Sauf par les commerciaux qui viennent proposer des nouveaux médicaments. Donc la petite minorité de médecins qui ne va pas se faire avoir, je les applaudis et je les admire et je les félicite. Mais ils sont sortis du système. Très souvent, oui. Et oui, ils sont ou alors ils doivent se cacher. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que ceux-là sont remarquables. Mais c'est à nous de prendre cette responsabilité de notre santé. Et c'est d'autant plus important que c'est un des angles d'approche, une des portes d'entrée favorites du totalitarisme. Nous contrôler par la peur de la maladie, soit notre maladie, soit la maladie des autres, parce que nous-mêmes, en tant que vivants, on pourrait être un danger pour la santé des autres, comme pendant Coco. Plein de gens se sont fait vacciner pour pas tuer mamie. Mais c'est hallucinant. On nous infantilise, on nous culpabilise, c'est une ingénierie sociale. Ouais, ingénierie sociale. C'est ça. Et pour sortir de cette ingénierie sociale, on doit devenir quelque part, je pense, avoir une certaine expertise en tout cas sur sa propre santé. Pour toi, c'est la base. Pour moi, c'est très important. C'est pas la seule chose. Non, mais ça fait partie des choses à faire. Je vais dire, pour moi, c'est la base. Parce que je vais dire, si tu es bien dans ta santé alignée, donc je vais dire, le reste est plus accessoire. En fait, exactement. Finalement. Parce que si c'est quelqu'un qui n'aurait pas ce comportement-là, si on lui dit de mettre le masque, il met le masque. Si on lui dit de s'enfermer chez lui, il s'enferme chez lui. Si on lui dit de faire une injection, il fait une injection. Manger ça à telle heure, exactement. Et faire ceci à telle Si heure. on lui dit que c'est à telle heure qu'il faut sortir pour lui dire qu'il va tout faire. Quoi. Ouais. Et je pense que c'est essentiel, véritablement. Donc bref, comme c'est un sujet passionnant, moi non, mais moi, ça me fait vraiment plaisir. Je peux en parler pendant des heures. Mais écoute, j'adore ça. On va aller quand même écouter demain ton conférence. Oui, demain, 13h15. Voilà. Sans direct, là, ou pas? Non, on ne va pas faire malheureusement en direct. Peut-être qu'on pourra les partager peut-être ce soir, on verra bien. Ok, ça marche. Mais je te remercie en tout cas. Avec grand plaisir. Hein, et peut-être évidemment. Sur un thème en particulier. Avec une voix retrouvée. Ouais. Mais en tout cas, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ton approche. Merci Anne.